Bonjour à tous et bienvenue aux conférences Raphaël. Je m'appelle Jérémy, je suis arrivé deuxième à l'ECN 2012 et je vous propose donc aujourd'hui une conférence de méthodologie. Donc dans cette conférence, aujourd'hui je vous parlerai beaucoup de ma méthode de travail qui m'a permis d'arriver deuxième à l'ECN. Je vous donnerai des conseils, des astuces et à la fin on terminera par un exemple de dossier type que j'ai rédigé, qu'on pourra faire ensemble, qui vous montrera un peu les questions qui sont le plus susceptibles de tomber à l'ECN. Donc le plan de la conférence, on parlera tout d'abord de l'externat en général, ensuite une grosse partie sur le travail, puisque comme vous le savez c'est ce qui est le plus important pour l'ECN, enfin une partie un peu plus légère sur les loisirs, quelques astuces que je vous donnerai pour gagner des points facilement dans les dossiers, et ensuite on terminera avec un exemple de dossier type en fin de conférence. Donc l'externat tout d'abord. C'est vraiment quelque chose qui prend une part importante dans la vie de tous les étudiants en médecine. On dit souvent que l'externat c'est un vrai marathon. Il faut vraiment travailler de la D2 à la D4 très régulièrement et ne pas travailler à fond seulement une seule année et pas du tout les 2 autres années. Donc il s'agit vraiment d'être très régulier et de travailler les 3 années de la même façon. Donc évidemment c'est un passage obligatoire pour faire la spécialité de son choix et personne n'arrive très bien classé sans avoir travaillé. Ensuite, je voulais vous parler évidemment des stages qui prennent une part très importante pendant l'externat. Alors moi, quand j'ai commencé, quand je suis entré en D2, je saisissais peut-être pas très bien l'importance des stages, mais quand on arrive en D4 et à l'ECN, on se rend compte que tout ce qu'on a appris en stage, c'est vraiment ce qu'on retient le mieux et ce qui nous permet de nous sortir de bien des situations devant les dossiers le jour de l'ECN. Donc vraiment n'hésitez pas à aller en stage, c'est vraiment là où on apprend le plus de choses, où on retient le plus de choses. C'est vrai qu'on préfère en général passer plus de temps à bosser ses cours, à passer plus de temps à la bibliothèque, mais les stages, une fois que vous avez vu un cas clinique ou un exemple d'un patient qui a une pathologie intéressante, vous le retiendrez pour toute votre vie. Et moi, je peux prendre l'exemple à l'ECN 2012. Il y a certains dossiers où il y avait des choses dont je ne me souvenais pas très bien. Et en se souvenant de situations en stage ou de prises en charge qu'on avait vues en direct avec nos internes ou nos chefs, eh ben, j'ai réussi à me sortir de certaines situations qui n'étaient pas très bien embarquées. Donc voilà, je vous conseille, même si la plupart des gens en D4 préfèrent passer plus de temps à bosser chez eux que d'aller en stage, mais essayez quand même d'aller un maximum en stage. C'est vraiment là où on retient le mieux les choses. Donc le travail, évidemment, le plus important pendant l'externat, c'est vraiment le passage obligatoire. On ne peut pas réussir sans travailler, ça c'est évident. Donc un petit mot tout d'abord sur le tour d'été entre la D3 et la D4. C'est vrai qu'on me pose souvent la question de savoir est-ce que j'ai fait un tour d'été, est-ce que c'est indispensable. Alors moi disons que pour rassurer ceux qui n'ont pas fait de tour d'été, j'ai pas du tout travaillé de début juillet à mi-août. Par contre, à mi-août, je me suis mis vraiment à fond. Donc on peut réussir, j'en suis l'exemple, sans faire de tour d'été. Mais je connais des gens qui sont arrivés très bien classés et qui avaient fait un tour d'été. Donc c'est pas vraiment une méthode obligatoire. Ce que je peux vous conseiller, j'en reparlerai avec les fiches, le point suivant. Mais le tour d'été peut être un bon moment pour reprendre un peu ces fiches ou alors compléter des fiches qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la D2 et la D3. Et du coup, c'est un moyen assez facile et assez sympa de travailler pendant l'été. Ensuite, les fiches. Alors, les fiches, pour moi, ça a été quelque chose de très important dans mon travail. J'ai commencé à en faire dès la D2, à partir des gros bouquins, des collèges des enseignants, etc. Je fichais les cours. Et alors, évidemment, quand on arrive au début de la D4, c'est connu que les fiches qu'on fait en D2 ne sont pas terribles. C'est pour ça que je vous parlais du tour d'été. C'est pas mal de reprendre les fiches qu'on a fait en D2 et de les refaire ou alors de les compléter parce que c'est vrai que les fiches de D2 en général on a tendance ou à tout mettre ou à rien mettre du tout et donc elles sont pas très adaptées. Donc les fiches,
Je vous les conseille aussi parce qu'elles sont faites selon notre manière de réfléchir, selon notre logique, et souvent elles sont plus adaptées pour apprendre que les bouquins de fiches, les petits bouquins de fiches, qui sont certes bien faits, mais qui ne sont pas faits selon notre manière de penser. Du coup, moi j'avais quand même les deux, j'achetais dans chaque matière un petit bouquin de fiches, mais que je complétais avec mes fiches personnelles. Ça me permettait, quand je révisais mes cours, de lire à la fois mes fiches et à la fois le bouquin de fiches, pour surtout ne jamais perdre d'informations. Ensuite, un point très important, les conférences Raphaël. Moi j'en ai fait en D3 et en D4, pendant toute l'année, une par semaine. Je pense que c'est vraiment un élément indispensable pour réussir l'externat, puisque c'est un moment par semaine, voilà, 3 ou 4 heures, où on s'entraîne vraiment dans les conditions de l'ECN à rédiger. Il faut bien prendre le temps de rédiger chaque dossier, de mettre, disons, 3/4 d'heure, 1 heure par dossier. Il y a beaucoup de gens qui font ça le soir. Moi, j'étais plutôt adepte de faire ça le matin, puisqu'on est plus frais, on est moins fatigué. Et c'est vrai que le soir, en général, c'est assez difficile de se concentrer, de rester concentré sur 4 ou 5 dossiers, c'est plus difficile. Donc en général, moi, mes conférences, je les faisais le week-end, le samedi matin ou dimanche matin. Et on est plus frais, on réfléchit mieux et on est plus concentré pour les faire. Et c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment indispensable, puisque les conférences sont faites par des médecins, par des gens qui sont arrivés bien classés, qui sont au courant des nouvelles recommandations, des nouveaux systèmes de notation pour l'ECN. Et évidemment, on vous tient au courant pendant les conférences de toutes les nouveautés. Donc c'est indispensable à la fois pour apprendre à bien rédiger ces dossiers, et puis pour se tenir au courant des nouveautés pour l'ECN. Ensuite, un mot sur les concours blancs. Donc là, en fonction des facultés, elles en organisent plus ou moins. Moi, je viens de Tours, on en avait dès la D3 4 ou 5 dans l'année, et puis en D4 un concours blanc par mois. Donc faites le maximum les concours blancs, c'est le même principe que les conférences. Ça permet de s'entraîner en conditions réelles, de se comparer en plus aux autres personnes de sa fac, et puis ça permet un peu de mieux gérer le stress le jour du concours, puisqu'on a l'habitude de faire 3 dossiers d'affilée, d'avoir la fatigue, le stress. Donc ça, c'est pour les concours blancs au niveau local. Après, au niveau national, moi, pendant la D4, j'ai fait 3 concours blancs, un en décembre, un en mars et un en avril. C'est pareil, pour moi, c'est vraiment un passage obligatoire pour s'entraîner en conditions réelles, voire même changement de ville, puisque moi, il y a un concours blanc où j'avais changé de ville pour le faire. Ça permet de voir comment on gère la fatigue, le stress, les 4 épreuves en 2 jours, même si le jour de l'ECN c'est en 3 jours, mais là c'est concentré sur un week-end. Et c'est vrai que souvent on ne se rend pas compte, mais quand on a rédigé 3 dossiers le matin et qu'il faut encore en refaire 3 l'après-midi, c'est vraiment une fatigue très importante, donc c'est bien de s'être entraîné. Donc moi je vous recommande de les faire. Ensuite, un mot sur les sous-cols. Alors là, c'est plus un mot pour rassurer ceux qui ne font pas de sous-col ou ceux qui n'ont pas prévu d'en faire, puisque moi, je n'ai jamais fait de sous-col. C'est quelque chose qui me paraissait pas indispensable, parce que en général, j'aime bien travailler seul. Mais si je peux donner un conseil à ceux qui font des sous-cols, c'est vraiment de faire des sous-cols avec des personnes de même niveau que vous, et surtout ne pas être trop nombreux. Parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à se disperser, à ne pas être très sérieux. Et si jamais vous faites avec des gens qui ont un niveau vraiment très différent de vous, soit vous perdez entre guillemets votre temps, soit c'est les autres qui perdent entre guillemets leur temps. Donc voilà, les sous-cols, si vous en faites, essayez au maximum de faire avec des gens du même niveau que vous. Et puis reprenez des conférences, des concours blancs ensemble. Ça permet quand même de se stimuler mutuellement et puis et de réussir. Je connais beaucoup de gens moi, dans ma faculté qui faisaient des sous-cols et qui avaient vraiment l'impression de beaucoup progresser comme ça. Donc voilà, encore une fois, c'est chacun travaille à sa manière. Moi, je n'en ai jamais fait, mais ça peut quand même fonctionner. Alors on continue sur le travail. Donc voilà, quelque chose qui est vraiment primordial selon moi, c'est le fait de ne pas faire d'impasse.
Donc si vous regardez les ECN des 5 ou 6 dernières années, tous les ans il y a des items qui paraissent pas tombables ou qui paraissent tout petits quand on fait son tour d'item. On peut prendre comme exemple les abus sexuels, les souffles cardiaques chez l'enfant, et puis souvent beaucoup de maxillo ou d'ORL qui tombent, comme à l'ECN 2012 récemment. Du coup, vraiment mon conseil, on a 3 ans pour bosser les 345 items, donc surtout ne faites pas d'impasse. Et pour ça, je vous conseille dans l'année de la D4, plutôt que de bosser par matière, au moins une fois faites un tour par numéro d'item. Prenez numéro 1, numéro 2, numéro 3 et dites-vous, est-ce que celui-là je l'ai bossé, dans quel bouquin je l'ai bossé. Et il y a certains items, c'est vrai qu'on retrouve qui sont un peu transversaux, qui sont jamais très bien faits, soit dans un bouquin, soit dans l'autre. Et c'est vraiment important de les bosser. Moi je peux prendre comme exemple l'item d'hyperéosinophilie, qui est un item d'hémato, que vraiment j'ai découvert 2 ou 3 semaines avant le CN. Je refaisais un tour complet des items et je me suis dit, ah mais celui-là je l'ai jamais bossé. Quand je passais dessus en hémato, je me disais, oh non mais c'est pas important, ça peut pas tomber, c'est un trop petit item. Et vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est trop bête de louper le jour de l'ECN si ça tombe, de se dire, ah bah mince, j'ai eu 3 ans pour bosser cet item et je l'ai jamais fait parce que je pensais qu'il était trop petit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial, c'est surtout ne faites pas d'impasse, bossez tous les items. Tous les items sont importants. Alors certes, il y en a comme les endocardites, les pancréatites, les infarctus, qui sont plus importants et plus susceptibles de tomber forcément, mais bossez vraiment tous les items. Ensuite, évidemment, ça vous paraît évident de bosser les cours. Moi, c'est vrai que dans ma méthode, ça a pris vraiment une part très très importante, puisque en termes de proportion, je pense que je travaillais à peu près 70% les cours, 30% dossiers conférences. C'est vraiment, pour moi, c'est comme ça qu'on s'en sort, c'est en revoyant ses cours le plus possible, le plus souvent possible, en faisant le plus de tours possible. Et c'est comme ça que le jour de l'ECN, on arrive et on a la mémoire la plus fraîche possible. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui bossent beaucoup plus dans les dossiers, mais pour moi, c'est les cours qui ont toujours été le plus important. Donc quand je travaillais, c'était vraiment voilà, 5-6 heures de cours, après 1 heure, 2 heures de dossier, mais vraiment le plus possible de cours pour revenir le plus possible et que ce soit le plus frais possible le jour de l'ECN. Donc voilà, quelque chose qui intéresse tout le monde en ce moment, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, les dossiers pour s'entraîner avec le nouveau type de questions fermées. Donc vous devez être au courant que depuis quelques années, il y a de plus en plus de questions fermées à l'ECN. C'est facile à comprendre, il y a de plus en plus d'étudiants, voilà, des promos de 8000. Avec le nombre de copies à corriger, c'est beaucoup trop difficile pour les correcteurs. Donc les questions sont de plus en plus des questions fermées. Et je vous montrerai dans le dossier exemple type que j'ai fait à la fin de cette conférence, où j'ai mis des questions qui sont vraiment susceptibles de tomber, le type de question en tout cas qui est susceptible de tomber. Donc c'est vrai que les dossiers, quand je dis il ne faut pas perdre de temps, c'est-à-dire que moi quand je travaille les dossiers, je ne perdais jamais de temps à rédiger, vous savez, les bouquins de dossiers où il y a 50 dossiers ou 30 dossiers, etc. Je ne perdais vraiment jamais de temps à les rédiger, c'est-à-dire que je les lisais, je répondais à l'oral, et certaines fois, quand il y a une question qui me posait un peu plus problème, j'écrivais une réponse, mais sans jamais passer plus de 10 ou 15 minutes par dossier. En fait, je vous explique, pour moi, il y a tellement de dossiers, en fait, il vaut mieux en faire beaucoup pour voir le plus de cas possible. Mais comme j'y reviendrai un peu plus tard, la méthodologie, comme on l'apprenait encore il y a quelques années, vraiment d'apprendre à rédiger toutes les questions selon une certaine manière, pour moi ça n'a plus vraiment lieu d'être. Il faut vraiment, pour moi l'intérêt des dossiers, c'est vraiment de voir le plus de cas possibles qui ne sont pas dans les cours, mais sans perdre de temps à rédiger, parce que vous voyez, on en a parlé un peu avant. Quand on fait des conférences toutes les semaines, on fait des concours blancs, forcément la méthode de rédaction, on l'apprend au fur et à mesure sur les 3 années, il n'y a pas de problème pour apprendre ça. Donc pour moi, les dossiers ne doivent pas servir à acquérir une méthodologie, ils doivent servir à avoir le plus de cas possible en médecine et avoir du coup le moins de chances possible à l'ECN d'être surpris par une pathologie qu'on n'a jamais vue ou quelque chose qu'on n'avait jamais lu dans les cours. Donc évidemment, dans les conférences Raphaël cette année,
on essaiera de faire le plus possible de questions fermées et de dossiers qui ont le plus de chances de tomber à l'ECN avec cette nouvelle méthodologie. Donc voilà, c'est pour ça que je disais ne pas perdre de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui passaient des journées entières à rédiger des dossiers sur des bouquins de dossiers, qui faisaient 8-9 dossiers dans la journée. Voilà, moi j'ai toujours considéré que c'était perdre du temps que de faire ça. Il faut vraiment les enchaîner pour voir le plus de cas possible, éventuellement compléter ces fiches quand il y a des choses qu'on ne connaît pas ou des pathologies qu'on n'avait jamais vues, mais vraiment ne pas perdre de temps à les rédiger entièrement. Alors, un mot sur la LCA, puisque vous savez, ça compte quand même 1/10 de la note à l'ECN. Moi, je vous conseille de le travailler quand même régulièrement. Moi, au niveau de la méthode, en D3, c'est vrai que j'ai déjà travaillé surtout avant les partiels. Après, en D4, je m'y suis mis plus régulièrement. En gros, je revoyais mes cours au moins une fois par mois, ou voire une fois toutes les 2 semaines. Et je faisais une conférence de LCA, en gros tous les 15 jours, pour que ça reste toujours très frais. Et puis en LCA, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas de secret, il faut s'entraîner le plus possible pour être le plus performant possible le jour de l'ECN. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez chaque type d'étude et vous faites des fiches par type d'étude que vous complétez en fait à chaque conférence, chaque nouvelle conférence que vous faites. Et ben, vous prenez toutes les questions que vous avez eues et vous les complétez sur votre fiche. Vous recopiez, moi je faisais comme ça, je recopiais carrément la question qui correspondait au type d'étude, parce qu'en fait vous vous rendrez compte qu'en LCA, les questions de cours sont quand même très régulièrement les mêmes, elles reviennent, et les réponses reviennent aussi les mêmes. Donc certes, il y a de l'analyse dans les questions, il y a toujours de l'analyse, de la compréhension du texte, mais quand c'est des questions de cours, c'est vrai que c'est plus facile si on les a déjà vues et qu'on les a apprises par cœur. Donc voilà, faites-vous des fiches, et surtout, voilà, il faut la bosser régulièrement. Quand on voit que entre la 1000e et la 3000e place, il peut y avoir 30, 40, 50 points seulement de différence entre le 1000e et le 3000e, la LCA, ça a vraiment une part très importante, il ne faut pas la négliger. On n'arrive pas à bien classer en ayant complètement négligé la LCA, c'est vraiment pas une erreur à faire. Donc surtout bosser la LCA. Ensuite, je terminerai avec un petit conseil. Voilà, quelque chose qui est en général connu des étudiants quand on arrive en D4, mais surtout toute l'année, n'oubliez pas de vous tenir au courant des dernières conférences de consensus, des dernières recommandations. Donc je vous ai mis quelques petites indications. Donc le site de la HAS, moi je m'en servais beaucoup pour les fiches sur les cancers. Elles sont très bien faites, et c'était en 2012, il y avait beaucoup de cancers qui avaient été réactualisés sur le site de la HAS. Ensuite, il y a le site fascicule.fr qui regroupe toutes les dernières conférences de consensus. Donc n'hésitez pas à aller dessus de temps en temps pour voir s'il n'y a pas une nouvelle conférence. Ensuite, le site iCarabin, qui est bien connu des étudiants en médecine. Alors, c'est pas là que vous allez trouver toutes les conférences de consensus, mais parfois sur des sujets, les gens en parlent. Et donc c'est assez intéressant d'y aller de temps en temps. Évidemment, comme je vous disais, pendant les conférences durant toute cette année, on vous tiendra au courant s'il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties. Et ensuite, lecture personnelle, j'ai terminé par ça, puisque il y a quelques journaux médicaux, comme par exemple la revue du praticien, ou qui tiennent au courant des nouvelles actualités. Donc il y a certaines personnes qui aiment bien s'abonner à ces journaux. Moi, j'ai jamais lu, mais c'est vrai que ça peut aider certaines personnes. Donc voilà, pour terminer, une dernière diapo sur le travail. Un petit point sur les annales. Évidemment, il faut les faire, évidemment, c'est très important. Moi, pour ma part, je les ai faites vers mars-avril. En fait, j'ai pris toutes les annales de l'ECN, plus les annales des concours blancs nationaux, qui sont, vous pouvez les trouver sur les sites internet des 4 ou 5 dernières années. Et moi, je me suis vraiment fixé, ça a dû durer 2 semaines, où je faisais ça toute la journée. Le matin 3 heures, l'après-midi 3 heures, le lendemain 3 heures, les dossiers. Et c'est vraiment une méthode d'apprentissage qui est intéressante, puisque ce sont des dossiers soit qui sont déjà tombés, soit qui sont tombés en concours blanc, qui se rapprochent vraiment du type de dossier qui tombe à l'ECN. Et en plus, sur les sites des concours blancs, vous pouvez vous comparer avec les notes que les gens avaient obtenues l'année de ce concours blanc. Donc ça vous permet de vous comparer et de vous situer
dans l'ensemble des notes. Ensuite, un point très important pour moi qui est le fait d'essayer de ne pas avoir de regrets. Alors c'est vrai que l'externat c'est vraiment très dur, c'est 3 ans de travail, mais il faut essayer le plus possible de ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire, une fois que le CN est passé, si jamais on n'a pas très bien réussi, on va se dire ah là, mais ce jour-là j'aurais pu travailler plus, cette année-là j'aurais pu en faire un peu plus, ce soir-là j'aurais pu ne pas regarder la télé et travailler. Et c'est vrai que c'est très dur, mais une fois que c'est fini, on n'y pense plus trop. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, il faut se donner à fond. On ne réussit pas sans travailler des heures et des heures et sans effectivement sacrifier beaucoup de soirées où on aurait préféré regarder la télé ou sortir boire un verre. Mais ça en vaut le coup, quoi. Il faut vraiment se sacrifier et travailler le plus possible. Et donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, essayer d'être le plus régulier possible, ne pas travailler une semaine à fond et la semaine d'après être trop fatigué pour ne plus rien faire. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de trouver un rythme pendant les 3 ans et surtout pendant la D4, puisque la D4 passe quand même assez vite et de se fixer un bon rythme, c'est assez important. Moi, au niveau du rythme de travail, je travaillais, je vais vous parler surtout de la D4 puisque c'est ce qui est le plus frais pour moi. Je travaillais donc le matin, je me levais à 7 h, je travaillais 1 heure, 1 h 30 avant d'aller en stage. Ensuite, j'allais en stage, disons, de 8 h 30 jusqu'à 12h30. Ensuite, je mangeais, je prenais à peu près 1 heure pour manger le midi. Ensuite, je travaillais toute l'après-midi avec quand même 1 ou 2 pauses dans l'après-midi jusqu'à 18h30, 19 h. Ensuite, 1 heure de pause pour manger. Et ensuite, retravail jusqu'à 22 h. J'ai jamais travaillé après 22 h, mais bon, comme je vous l'ai dit, moi je travaillais le matin parce que j'ai toujours été plus efficace le matin, donc après ça dépend des gens. Et puis le week-end, c'est là aussi où il faut faire beaucoup de sacrifices, puisque le samedi et le dimanche, je me levais les 2 jours, soit à 7 h, soit à 7 h 30, et puis je travaillais toute la journée. J'ai jamais trop travaillé le samedi soir, donc je m'accordais quand même des pauses à partir de 18 h. Le samedi soir, j'arrêtais de travailler et je faisais autre chose. Et puis le dimanche, la même chose. Donc après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ma méthode. Ça ne veut pas dire que qu'elle est bonne pour tout le monde. Il y en a sûrement plein d'autres qui fonctionnent. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a fonctionné pour moi. Donc s'il y a des gens qui se retrouvent un peu dans ce que je dis, ben voilà. Alors les loisirs pour faire une partie un peu plus légère, puisque ces 3 années sont difficiles, mais moi je les ai quand même plutôt bien vécues, et c'est quand même en faisant autre chose à côté de la médecine qu'on supporte plus facilement ces années. Donc les vacances, pour les vacances d'été, bah, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure pour le tour d'été entre la D3 et la D4. Moi j'ai pris des bonnes vacances, il y a des gens qui en prennent un peu moins. Je pense qu'il ne faut pas hésiter quand même à prendre minimum 2 ou 3 semaines l'été entre la D3 et la D4 pour bien se reposer avant une année qui est quand même assez difficile. Et puis pour les vacances d'hiver, c'est vrai qu'on me demande souvent, mais est-ce que toi pendant ta D4 t'es allé au ski, est-ce qu'à Noël tu t'es arrêté? Alors bon, pour moi la réponse est oui. Après les vacances, pendant les vacances de Noël, je me suis arrêté une semaine pour aller faire du ski, aller dans ma famille. Je pense vraiment que tout l'océan ne se joue pas sur une semaine. Et il ne faut pas hésiter quand même à partir en vacances pour décompresser. Moi, dans ma faculté, on avait l'examen du CSCT avant les vacances de Noël. Du coup, c'est vrai que ça faisait une bonne coupure après de s'arrêter pendant une semaine pour aller faire un peu de ski et puis après s'y remettre sérieusement. Mais après, ce qui peut être difficile, c'est... après, on peut partir en vacances, mais si on est trop stressé en se disant « mince, je suis en vacances, mais il y a sûrement plein d'autres gens qui travaillent pour le concours », donc bon, dans ce cas-là, si on se fait trop souffrir, il vaut mieux pas partir en vacances et continuer à travailler. Au moins, on aura encore moins de regrets puisqu'on aura vraiment tout essayé. Donc ça, c'est pour les vacances. Sinon, les sports, sorties, le cinéma, la télé. Moi, personnellement, je faisais du sport 1 fois par semaine. C'était pour moi vraiment indispensable à mon équilibre. Donc pour les sportifs, c'est bien. Pour les gens qui ne sont pas très sportifs, n'hésitez pas au moins 1 fois par semaine pour se vider la tête, pour passer une soirée où on ne pense pas du tout à ses cours. Donc n'hésitez pas à sortir, aller boire un verre, aller au cinéma, regarder un bon film. Alors évidemment, il ne faut pas que ça prenne une part trop importante dans la semaine, mais 1 fois voire 2 fois par semaine, si le reste du temps vous êtes sûr de bien travailler à fond, surtout il ne faut pas hésiter, ça fait du bien de sortir un peu. Donc je vais continuer avec quelques astuces.
qui me paraissent importantes et qui pourront peut-être vous aider. Alors, la première, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais il y a quelque chose une notion qui est importante pour moi en médecine et surtout pour l'ECN, c'est de ne pas avoir peur d'être déstabilisé. Donc en fait, je m'explique, quand on arrive à l'ECN, avec le stress, avec la difficulté des dossiers, quasiment devant toutes les questions, on est déstabilisé, c'est-à-dire on lit la question, on se dit mais je comprends pas ce qu'ils veulent dire, je vois pas où ils veulent en venir, je vois pas ce qu'ils nous demandent. Alors, il y a certes des questions qui sont un peu plus claires, mais c'est vrai qu'avec le stress de l'ECN, des questions qui d'habitude nous paraissent normales, nous paraissent vraiment très difficiles, on ne comprend vraiment pas ce qu'ils veulent dire. Donc quand je dis ne pas avoir peur d'être déstabilisé, ça veut dire dans votre préparation, quand vous faites des conférences, des concours blancs, surtout ne pestez pas quand vous voyez une question et vous dites « Ah mais je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire, je ne vois pas où ils veulent en venir ». Eh ben, dites-vous que le jour de l'ECN, toutes les questions seront comme ça. Donc le mieux, c'est de s'y mettre le plus tôt possible. Et puis justement, comme je vous disais, dans un dossier, quand vous voyez une question qui vous paraît vraiment pas évidente, eh ben, prenez le temps, juste celle-là, de la rédiger en vous disant je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire, mais j'essaie de dire le plus de choses possible, de répondre dans tous les sens pour voir est-ce que j'arrive à trouver la réponse. Donc je pense que c'est vraiment important de s'entraîner quand on est déstabilisé, puisque le jour de l'ECN, comme je vous dis, avec le stress, vraiment toutes les questions sont déstabilisantes. Alors, pas d'impasse, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais comme c'est très important, je le remets ici. Bon, je vais pas en reparler. Ça, c'est une technique qui est utilisée par pas mal de personnes en D4, c'est de se faire un cahier avec tous les items, et plutôt que de faire un cahier de fiches où on réécrit tout l'item, écrire juste par question les choses que l'on oublie très facilement dans chaque item. Parce que c'est vrai que quand on lit un item, il y a souvent des choses où on sait qu'on les connaît et que quoi qu'il arrive, on les connaîtra le jour de l'ECN. Et il y a certaines notions qu'on a tendance à oublier tout le temps. Donc ça peut être intéressant de se faire un cahier où on écrit juste les quelques notions qu'on oublie tout le temps. Et du coup, ce cahier, on peut le relire régulièrement et le relire quelques jours avant l'ECN. Ça permet d'oublier le moins de choses. Alors, une autre chose, faites attention aux rumeurs. Alors, je ne parle pas vraiment des rumeurs en disant oui, j'ai entendu que tel dossier allait tomber, etc. Je parle plutôt des rumeurs dans le sens, par exemple, moi, pour le CN 2012, on me disait l'année dernière, il n'y a pas eu de psychiatrie ni de gynécologie, donc c'est sûr, ça va tomber. Alors, du coup, tout le monde s'entraîne un peu les uns les autres. On révise beaucoup plus ces matières-là. Et au final, voilà, c'est pas tombé. Donc quand je dis attention aux rumeurs, surtout dites-vous bien que c'est impossible de prévoir ce qui va tomber. Il y a un véritable tirage au sort et quand vous voyez le CN 2012, il y a eu 2 sujets orientés pédiatrie, 2 sujets de dermato. Personne n'aurait pu prévoir que ce serait ça qui tomberait. Donc voilà, bossez vraiment toutes les matières de la même manière et sans favoriser une par rapport aux autres, parce qu'il y a vraiment, il n'y a vraiment pas de chance qu'il y en ait une qui tombe plus qu'une autre, même si elle n'est pas tombée depuis 10 ans, ça ne veut pas dire qu'elle va tomber l'année suivante. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vraiment s'entraîner à répondre aux questions fermées, puisqu'il y en a de plus en plus à l'ECN. Alors c'est vrai que c'est bien de s'entraîner à répondre à ces questions-là. Souvent c'est des questions, quels sont les 4 examens complémentaires, quel est votre diagnostic, quelles sont les 3 choses à demander à l'interrogatoire. Alors c'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas évidentes, il faut en faire le plus possible. Et dans les conférences Raphaël cette année, on en fait le plus possible pour vous entraîner à ça. Et donc ça m'amène à parler de la méthodologie. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais c'est vrai que les méthodologies pures, comme les moyens mémotechniques qu'on apprenait, comme Hugo et Mazo du travail ou Hospital Urgence Stop, qui correspondent à des moyens de prendre en charge complètement de A à Z un patient sur une seule question. Pour moi, c'est vrai que ça n'a plus trop de sens, puisque, comme je vous disais, les corrections sont faites de plus en plus rapidement, avec quelques mots-clés seulement par réponse. Donc je pense qu'il n'y a plus trop d'intérêt à apprendre des moyens mémotechniques comme ça. Alors, c'est vrai que parfois on en trouve encore dans les ECN une question par dossier qui est un peu comme ça, mais du coup je pense pas que ça vaille le coup de passer trop de temps à apprendre cette méthodologie qui
qui est vraiment plus utilisé maintenant, quoi. Donc on continue avec les astuces. Alors, je vous ai marqué pas de moyens mémotechniques. Alors ça, c'est parce que moi, je m'en suis fait pas mal des moyens mémotechniques. C'est parfois quand j'arrive sur un item, quelque chose que j'ai du mal à retenir. Par exemple, si vous prenez les critères de gravité du paludisme, il y en a énormément. Alors par exemple, pour les apprendre, je m'étais fait un moyen mémotechnique, mais je me suis dit que ça n'avait pas trop d'intérêt de vous les donner comme ça dans une conférence de méthodo, puisque pour moi, ce qui est utile dans un moyen mémotechnique, c'est de le faire soi-même. Et juste le fait de le faire soi-même, ça nous permet de retenir la chose qu'on n'arrive pas à apprendre. Et c'est vrai que c'est très dur en général d'apprendre des moyens mémotechniques qui ont été faits par les autres, puisqu'ils ont été faits selon une manière de penser qui n'est pas la nôtre. Donc voilà, j'ai décidé moi de ne pas vous les donner parce que je pense que c'est pas vous rendre service. Par contre, il y a une technique que j'ai utilisée, disons, dès la moitié de la D4, et qui m'a permis de sauver beaucoup de points en dossier. Et même le jour de l'ECN, ça m'a été vraiment utile. Donc en fait, le principe, ce sont 10 mots que j'écrivais systématiquement quand je faisais un dossier, que ce soit en conférence ou en concours blanc au jour de l'ECN, sur ma page de brouillon. En haut de la page, j'écrivais les 10 mots avant même d'avoir lu le dossier. Donc en fait, vous allez voir l'intérêt. Alors vous les écrivez, enfin moi en tout cas c'est la technique que j'utilisais, je les écrivais très rapidement, ça prend à peine 30 secondes de les écrire. Je les avais appris vraiment par cœur, je les récitais comme une machine, je les écrivais sur ma feuille de brouillon. Alors dans ces mots, il y a ANAPAT, VIH, avec sérologie VIH, schéma daté et signé, RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, les vaccinations, la sérothérapie, vaccination antitétanique, la kinésithérapie, les maladies à déclaration obligatoire, examen bilatéral et comparatif, et bêta-HCG. Donc en fait, ces 10 mots correspondent à des mots qui pour moi valent des PMZ dans les dossiers, des mots qu'on oublie très facilement. Je peux vous prendre quelques exemples. Par exemple, pour les vaccins, c'est vrai qu'on y pense très souvent en pédiatrie, d'autant qu'il y a souvent une question là-dessus, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de gagner des points, par exemple dans les dossiers des pathos ou des gens qui ont des cirrhoses, etc. On pense à les prendre en charge, à mettre des antibiotiques, etc., prévenir l'encéphalopathie hépatique, mais on oublie souvent à la fin des dossiers de vacciner les cirrhotiques contre hépatite A et hépatite B. Donc là c'est un exemple. Ensuite, l'examen bilatéral et comparatif, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, par exemple en ophtalmo, écrire à l'examen qu'on examine bien les deux yeux. Un autre exemple, l'ANAPAT, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi parce que c'est vrai que vous vous rendrez compte dans les dossiers de cancéro, on pense très facilement à l'ANAPAT, c'est assez évident, mais il y a des dossiers comme, si vous prenez l'exemple de la sigmoïdite ou de la cholystectomie, on va donc enlever la vésicule ou enlever le côlon sigmoïde, mais on ne pense pas toujours, comme il n'est pas censé avoir de cancer, à faire une étude anatomopathologique. Donc dans ce cas-là, une fois que vous avez écrit ma liste en haut de votre brouillon, vous rédigez votre dossier. Une fois que vous avez terminé, vous revenez à la liste et vous reprenez chaque mot et vous vous dites est-ce que celui-là je ne l'ai pas oublié dans une question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le caser? Donc voilà, par exemple les bêta-HCG, si jamais vous avez eu un dossier d'une jeune femme mais qui n'avait rien à voir avec de la gynéco, et à la fin vous relisez, vous dites mais est-ce que quand même il n'aurait pas fallu à un moment demander, on a fait un examen complémentaire ou quoi que ce soit, est-ce qu'il n'aurait pas fallu demander les bêta-HCG? Donc la kinésithérapie, c'est pareil, il y a vraiment beaucoup d'items où on s'en sert, où ça fait partie du traitement, notamment en pneumo, il y a vraiment beaucoup de fois où c'est utilisé. Donc voilà, moi c'est une technique que je vous donne qui m'a vraiment sauvé beaucoup de points. Ça arrivait plusieurs fois où je relis ma liste après avoir fait le dossier, et je me dis ah bah oui c'est vrai, celui-là j'aurais dû l'écrire, ou alors celui-là je n'y ai pas pensé. Donc voilà, c'est une technique. Après si ça vous plaît pas, ne l'utilisez pas, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, on va faire un petit exemple de dossier ensemble. Donc j'ai fait volontairement des questions avec des réponses très courtes. C'est plus pour vous montrer le type de questions qui est posé à l'ECN avec des réponses fermées. Donc, une femme de 65 ans qui consulte aux urgences de votre hôpital pour une douleur abdominale intense. Voilà le motif de consultation depuis 12 heures. La douleur n'a pas d'irradiation et la patiente présente des frissons. Dans ses antécédents notables, on retrouve une hypertension,
une obésité morbide, une dyslipidémie et une myasthénie généralisée bien équilibrée. Son traitement habituel, le mestinon pour la myasthénie, du phénofibrate pour la dyslipidémie et un diurétique pour l'hypertension. On a la notion d'une échographie abdominale réalisée 2 ans auparavant qui retrouvait des calculs dans la vésicule. Donc voilà, déjà là vous devez commencer à vous faire un peu une idée de sur quoi je vous entraîne. Donc à l'examen clinique, la patiente est hypotendue avec une tension à 75-40, une fréquence cardiaque à 115, une fréquence respiratoire à 25, de la fièvre avec une température à 39,2. Le CG est normal, elle présente une douleur épigastrique intense, un ictère conjonctival et des marbrures bilatérales des genoux. La biologie, on retrouve une cytolyse, une cholestase avec une bilirubine totale augmentée prédominante sur la bilirubine conjuguée. La lipasémie est normale, l'hémoglobine est à 12. On a un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP élevée et des leucos élevés. La bandelette urinaire est négative. Les gaz du sang en air ambiant montrent un pH à 7,49, PCO2 à 30, une PO2 à 120. Les bicars sont à 22 et des lactates à 1,5. Donc là déjà avec ce que je vous donne, vous devez un peu commencer à vous orienter. Donc les questions. Alors là c'est vraiment j'ai pris des exemples de questions quand on prend le CN 2010, 2011, 2012. C'est de plus en plus des questions comme ça que vous allez avoir. Donc j'ai fait vraiment un éventail de questions qui sont très, très tombables. Donc on commence, quel est votre diagnostic? Les dossiers commencent souvent par cette question, avec la justification. Citer 4 facteurs favorisant cette pathologie présents dans l'énoncé. Ça c'est quelque chose qui est très souvent utilisé à l'ECN, c'est de reciter des choses qu'on nous a données dans le texte et d'arriver à extraire les informations. Interpréter les gaz du sang. Là j'ai mis cette question parce qu'on a très souvent des examens complémentaires à interpréter. Quel est le premier examen d'imagerie à demander et pourquoi? Quels sont les 2 points essentiels du traitement médical? Ensuite, votre traitement est efficace, quel traitement étiologique devez-vous prévoir afin de prévenir les récidives? Et enfin, chez cette patiente, quel est le risque principal de ce traitement? Comment prévenir ce risque? Donc là, c'est vrai que les questions sont des questions qui s'enchaînent un peu. C'est vrai que si on n'a pas trouvé le diagnostic au départ, c'est assez difficile, mais bon, là, c'était un diagnostic quand même assez évident. Donc, quel est votre diagnostic? Je pense que vous avez tous reconnu que c'était une angiocolite aiguë, probablement lithiasique. Alors la justification est simple, on avait la triade douleur, fièvre, ictère, et puis l'antécédent de calcul dans la vésicule à l'échographie. Donc là, le diagnostic est certain, mais surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'était la leçon pour cette question, c'est de parler du sepsis sévère. Et vous voyez, à titre indicatif, je l'ai coté sur plus de points autant de points que angiocolite aiguë lithiasique, puisque là, on retrouve les critères du syndrome de réponse inflammatoire systémique, et avec l'infection probable, puisqu'on a l'hypocapnie, on a la fièvre, la tachycardie, et on a une infection probable. Et donc ça c'était la leçon, c'était de toujours, quand on vous demande quel est votre diagnostic, de toujours partir du plus général ou du plus grave au plus précis. Donc voilà. Ensuite, 4 facteurs favorisant cette pathologie présents dans l'énoncé. Donc voilà, c'est les recommandations que j'ai tirées du collège des enseignants, hein. Il y a l'âge de la patiente qui est supérieur à 60 ans, le fait que ce soit une femme, qu'elle soit obèse et qu'elle ait un traitement par fibrate. Voilà, rien de particulier pour cette question. Interpréter les gaz du sang, donc comme je vous disais, il y a très souvent des examens complémentaires à l'ECN à analyser. Donc là, la patiente était en alcalose respiratoire, puisqu'elle avait un pH supérieur à la normale, avec une baisse de la PCO2, et l'alcalose respiratoire était non compensée, pas oublier de le dire, puisque le pH était supérieur à la normale. Et donc là, j'ai mis l'explication, c'était pas demandé, mais c'était la polypnée de la patiente avec la douleur qui hyperventile et du coup fait baisser sa capnie. Le premier examen d'imagerie à demander et pourquoi? Alors là, cette question, je l'ai faite pour que vous rendiez un peu compte de comment on peut être déstabilisé, puisque quand on voit cette question, le pourquoi, on peut l'interpréter dans 2 sens. On peut se dire pourquoi est-ce qu'il faut faire cet examen par rapport à un autre, je veux dire, ou alors pourquoi, qu'est-ce qu'on va rechercher sur cet examen? Alors c'est vrai que si on prend cette question, on ne comprend pas trop où je veux en venir. Et donc là, l'examen, c'était une échographie abdominale, c'est ce qui est le premier examen recommandé en urgence, évidemment. À la recherche, donc là, en fait, je réponds au pourquoi on fait cet examen, pourquoi celui-là par rapport à un autre,
parce que c'est un examen rapide qui est fait en première intention, qui n'est pas irradiant. Donc là, je réponds à la question pourquoi on fait celui-ci et par exemple pourquoi pas un scanner. Et je réponds à la fois à la question pourquoi on fait cet examen. C'est pour rechercher une dilatation de la voie biliaire principale. J'ai mis ce signe principal. On peut aussi rechercher un calcul de la voie biliaire principale et une vésicule lithiasique. Donc là, cette question, c'était vraiment pour vous rendiez compte du fait qu'on peut vraiment être déstabilisé et que dans ce cas-là, il faut essayer de répondre le plus large possible, d'aller dans tous les sens, de balayer toutes les idées qu'on a, quoi. Quels sont les 2 points essentiels du traitement médical, sachant que le diagnostic est confirmé? Ça, c'est une question qui est aussi assez difficile parce que si on pense au traitement de l'angiocolite et du sepsis sévère, il y a plein de choses à dire, soit d'hospitalisation, oxygénothérapie, etc. Et là, on demande les 2 points essentiels. Donc là, dans ce cas-là, il faut se dire qu'est-ce qui va sauver la patiente. La patiente, elle a un sepsis sévère. C'est quoi le traitement du sepsis sévère? C'est le remplissage, avec du sérum Phi par exemple. Et le traitement de l'angiocolite, le traitement de référence de l'angiocolite, qu'est-ce que c'est? C'est une antibiothérapie, évidemment par voie intraveineuse, par ceftriaxone plus métronidazole. Ça, c'est les recommandations du Collège des enseignants de maladies infectieuses. Donc après, vous pouvez rajouter, là je ne le cotais pas, mais sur quoi l'antibiothérapie est active, quelle voie, quelle durée, après les prélèvements, adapté à l'antibiogramme, etc. Ça, vous pouvez le rajouter, mais c'est pas... ce qu'il faut dire, c'est que de plus en plus, ce qui est coté, c'est vraiment le plus important, quoi. Votre traitement est efficace, quel traitement étiologique? Donc là, forcément, si vous connaissez votre cours, vous savez qu'après une angiocolite, il faut rapidement enlever la vésicule, puisqu'elle est à l'origine du problème. Donc là, le traitement, c'était une cholecystectomie, avec la cholangiographie péropératoire pour vérifier qu'il n'y a plus de calcul dans la voie biliaire principale. Et là, surtout ne pas oublier l'examen anatomopathologique. J'ai mis ça pour que vous voyez l'intérêt un peu de ma petite liste, puisque c'est vrai qu'on part sur une patiente qui a un sepsis sévère, une angiocolite, on va lui enlever la vésicule, mais on ne se dit pas forcément qu'il fallait l'analyser. Donc là, on relit ma petite liste à la fin du dossier, et on se dit, bah oui, c'est vrai, on l'a sorti du corps, il faut l'analyser, quoi. Donc, dernière question, chez cette patiente, quel est le risque principal de ce traitement et comment prévenir ce risque? Donc là, c'était une question un peu plus difficile, puisque on arrive devant cette question, on ne comprend pas forcément, alors on se dit elle est obèse, c'est vrai qu'à opérer une obèse, il y a toujours des risques, c'est un peu plus compliqué pour l'intubation, etc. Donc on ne comprend pas bien la question, donc dans ce cas-là, il faut bien relire le texte. Et vous vous souvenez, dans les antécédents, j'avais dit qu'elle avait une myasthénie généralisée. Donc le risque principal, c'est une décompensation de sa myasthénie. Et comment prévenir ce risque? Il y a 2 choses à faire, informer l'anesthésiste, et ne pas oublier de contre-indiquer les curares, puisque, comme vous le savez, ou vous le saurez bientôt, les curares sont contre-indiqués chez les gens qui souffrent de myasthénie, puisqu'ils décompensent très fortement la maladie. Donc là, c'était un petit point un peu plus difficile pour être un peu transversal entre 2 pathologies. Donc voilà, la conférence va se terminer. Donc en conclusion, moi, mes messages, c'est vraiment de travailler le plus possible. C'est vraiment, ça paye, hein, les gens qui réussissent ont tous vraiment travaillé énormément. Y croire jusqu'au bout, puisqu'on a tous l'exemple de gens qui n'étaient pas forcément toujours très bien classés, qui avaient un peu plus de difficultés. Mais le jour de l'internat, on est tous au même niveau. Il y a le stress qui joue énormément, donc il peut y avoir de très bonnes surprises à l'internat. Donc il faut vraiment y croire, même si on n'a pas toujours l'impression d'être bien classé. Donc les questions fermées. Voilà, entraînez-vous aux questions fermées, puisqu'il va y en avoir de plus en plus. Bosser les cours, comme je vous disais, pour moi c'est vraiment ce qui est le plus important, avec les collèges des enseignants, puisque c'est quand même souvent de là que sont tirés les dossiers. Et puis voilà, avant de terminer, je vous redirai que j'ai beaucoup parlé de ma méthode de travail. Alors c'est parce que c'est celle que je connais le mieux et celle qui a fonctionné pour moi. Évidemment, il y a plein d'autres méthodes, donc rassurez-vous, même si vous n'avez pas du tout la même manière de travailler que moi, vous pouvez très bien réussir aussi. Mais voilà, moi, je voulais vous parler de ce qui a fonctionné pour moi. Donc, si vous pouvez prendre quelques petites idées et que ça vous aide à réussir, c'est tant mieux. Donc voilà, bon courage à tous.